Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'Europe dans tous ses États à Ljubljana, capitale de la Slovénie. Nous sommes devant la place Treševan du nom du poète national et nous allons vous parler de ce pays de 2 millions d'habitants, entré dans l'Union européenne en 2004, dans la zone euro en 2007. Très bon élève de cette classe européenne et pourtant aujourd'hui on en parle comme d'une nouvelle Chypre. Alors pourquoi ? Des éléments de réponse. Réputé pour son calme, ce petit pays montagneux de l'Est de l'Europe s'est pourtant rebellé l'hiver dernier, allant même jusqu'à pousser à la démission l'ancien Premier ministre Janez Janša, accusé de corruption. Indépendant depuis 1991, c'est le seul pays de l'ex-Yougoslavie à avoir échappé aux guerres des Balkans. Longtemps élève modèle, le pays est pourtant frappé de plein fouet par la crise. Aujourd'hui, on la compare souvent à Chypre, pas pour ses côtes, mais pour l'état catastrophique de ses finances publiques. Son secteur bancaire croule sous une montagne de créances douteuses, près de 7 milliards d'euros, 20% de son produit intérieur brut. Alors pour éviter de devenir le 6e membre de la zone euro à faire appel à l'aide internationale, le gouvernement de centre-gauche d'Alenka Bratušek a annoncé un vaste plan d'austérité. Augmentation de la TVA à 22%, baisse drastique du nombre des fonctionnaires et privatisation à tout va. Des réformes suffisantes selon le gouvernement pour assurer durablement la Commission européenne et éviter la catastrophica. Et pour en savoir plus sur son pays, nous avons rendez-vous avec Tanja Fajon. Bonjour Tanja, vous êtes députée européenne pour les socialistes et démocrates et vous nous avez donné rendez-vous sur le marché de Ljubljana que vous aimez particulièrement, ses saveurs, ses odeurs. C'est vrai, c'est une place très sociale, c'est très vivant, il y a beaucoup de gens chaque jour ici, ils se retrouvent, ils achètent beaucoup de produits de la maison. La Slovénie, c'était le bon élève, hein. C'était la petite Suisse de l'ex-Yougoslavie avec une économie, une politique assez stable. Et aujourd'hui, on en parle comme de la prochaine Chypre. Que s'est-il passé ? La Slovénie est pour moi toujours une success story. C'est pas une prochaine Chypre. C'est vrai qu'on a passé au système capitalisme très vite après la séparation d'ex-Yougoslavie. Il y avait beaucoup de changements économiques, l'Union européenne, l'OTAN, le Schengen, la zone euro. Et c'était très difficile de diriger tout ça. Il y avait une classe politique, il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent très rapidement. Il y a beaucoup de différences aujourd'hui. Il y a aussi un problème de corruption. C'est un sentiment que le pays légal ne marche pas aujourd'hui. Et on va prendre un peu de hauteur par rapport à cette situation économique en montant au château qui surplombe Ljubljana. Il y a beaucoup de petites montagnes ici. Les Slovènes sont vraiment sportifs. Pas nous en tout cas, puisque nous on va prendre le téléphérique en fait. C'est vrai. C'est très moderne, c'est quelque chose de très nouveau. Ljubljana, c'est 200 000 habitants, mais beaucoup plus de touristes. C'est vrai, c'est très petit, mais très charmant. Il y a beaucoup de touristes, spécialement maintenant, pendant l'été. Il y a une certaine défiance des citoyens slovènes vis-à-vis des politiques car votre ancien Premier ministre conservateur, Janez Janša, est tombé sur des accusations de corruption. Il a été remplacé par une femme, Alenka Bratušek, qui vient d'un tout nouveau parti, Slovénie Positive, avec lequel vous êtes en coalition. C'est vrai qu'il y a un problème de corruption ici, mais spécialement corruption qui est entre le politique et le business. Et pour ça, on a deux personnes très fortes qui ont perdu son travail, son position. Et c'est une chose très positive. Maintenant, on a la première ministre, c'est une femme. Elle a beaucoup de confiance et j'espère que le gouvernement travaille maintenant avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'optimisme. Et c'est pour ça que je dis notre plan est maintenant suffisant. Tanja, si
Si le système bancaire slovène a véritablement besoin d'1 milliard d'euros, certains disent plus, pourquoi ne pas faire appel à un plan de sauvetage de l'Union européenne ? On ne veut pas dépendre d'un plan de l'Union européenne ou Banque centrale européenne. Il y a une bonne qualité de vie ici en Slovénie. Il y a un modèle modèle social très fort. C'est vrai, ce plan de l'Union européenne, c'est vraiment très strict. On a vu ça en Portugal ou en Grèce. Donc en Slovénie, je suis confiant, notre plan c'est suffisant. On a diminué de salaire des fonctionnaires. Il y a beaucoup de mesures qui sont maintenant sur la table. Il y a vrai qu'on a perdu beaucoup de temps, mais maintenant les gens comprennent que toutes les réformes structurelles, c'est vraiment nécessaire. Dans le plan de réforme présenté par le gouvernement Bratušek, il est question bien sûr d'aller au sauvetage du secteur bancaire, un secteur bancaire tout à fait en difficulté en Slovénie, pas du tout pour les mêmes raisons qu'à Chypre. Il n'est pas pléthorique, surdimensionné, mais il contient un certain nombre d'actifs toxiques, de mauvais investissements, comme nous le montre ce reportage signé Alix Le Bourdon. Dans le cœur du centre-ville de Ljubljana, cet imposant building, c'est NLB, la première banque publique du pays. L'établissement croule sous une montagne de créances douteuses, perte nette en 2012 de 173,5 millions d'euros. Des difficultés qui font craindre un scénario à la chypriote. Du côté des petits épargnants, les avis sont partagés. Je pense mettre mes économies dans une banque étrangère ou bien même à la maison. Je ne pense vraiment pas que la banque va s'effondrer comme à Chypre. Et NLB n'est pas la seule dans cette situation. Ljubljana projette d'injecter 1,3 milliard d'euros dans les 3 principaux établissements bancaires slovènes, un secteur encore largement aux mains de l'État. Refusant à ce stade tout plan de sauvetage de Bruxelles, le gouvernement slovène s'est empressé d'annoncer des réformes. Quand on parle de relancer l'économie, on parle d'abord d'assainir les banques, de restructurer les entreprises et leurs dettes. 15 entreprises seront privatisées. Parmi elles, le premier opérateur de télécom et Nova KBM, le 2e établissement bancaire du pays. Mais avant d'envisager une vente, les actifs toxiques de cette banque devront être transférés dans une bad bank. La première chose à faire pour relancer la croissance est de nettoyer la balance des banques. Pour cela, il faut écarter les actifs non performants. Mais comment le système bancaire slovène en est-il arrivé là ? L'ancienne République yougoslave, surnommée un temps la petite Suisse des Balkans pour son passage réussi à l'économie de marché, est aujourd'hui menacée de banqueroute. L'industrie de la construction en Slovénie a explosé. D'abord avec la construction des autoroutes, puis ensuite celle d'immeubles résidentiels. Mais après l'affaissement de la demande, il n'y avait tout simplement plus assez de projets pour rembourser. Résultat dans la capitale, nombre de chantiers en suspens. Ici, un grand complexe d'habitation devait voir le jour. La faillite de Vegrad, l'entreprise de construction qui s'en chargeait, a laissé derrière elle ce trou béant. Le système bancaire slovène est en grande difficulté comme à Chypre, mais ce spécialiste réfute la comparaison avec l'île méditerranéenne. La cause principale a été cette sorte de capitalisme de copinage en Slovénie, où les banques, qui sont contrôlées par l'État, ont prêté de l'argent à certaines entreprises grâce à des connexions politiques. Et tous ces projets, avec l'avènement de la crise, sont devenus problématiques. En 2008, Bine Kordesh réussit à convaincre les banques de lui prêter plus de 350 millions d'euros pour racheter Mercure, la compagnie partiellement publique de matériel de bricolage dont il est le manager. Entrepreneur star en Slovénie, il ne dispose pas de beaucoup de garanties. Pour caution, il engage les actifs de l'entreprise elle-même. Un an plus tard, l'explosion de la bulle du secteur de la construction en Slovénie fait s'écrouler les ventes de Mercure de 20%. En 2010, les banques perdent patience et Bine Kordesh est évincé de son poste. Il est vrai que nous avions sous-estimé le risque. Nous n'avions pas calculé que les prix allaient chuter ainsi. Mais l'évaluation des risques a été mal faite. Par moi, d'accord, mais aussi par toutes les banques qui nous ont prêté l'argent pour financer le rachat. La majorité était slovène. L'entreprise Mercure continue à lutter difficilement contre une montagne de dettes. Quant à Bine Kordesh, il attend son jugement en appel pour abus de fonction et falsification.
Prochaine étape à Ljubljana. Tania, le centre culturel Metelkova. C'est un centre culturel alternatif qui nous réserve plein de surprises. On va voir ça. Alors quand on vous dit de nous présenter des endroits étonnants, vous nous emmenez en prison. Selicha, ce sont des cellules, véritablement. Oui, c'était une prison jusqu'à 1991, pendant 100 ans. Aujourd'hui, c'est une auberge de jeunesse, donc il y a chaque jour beaucoup de gens ici. Et ici, c'est vraiment une place qui est très populaire parce que chaque chambre est un peu différente. Il y a une touch artistique, il y a un centre culturel, il y a beaucoup de mélanges de culturels, de langues, et aussi il y a un centre de gens qui sont étudiants d'Erasmus. On va continuer à parler de culture et de jeunesse, oui, même si on referme enfin cette porte de prison un peu inquiétante. La Slovénie, c'est 12% de chômage. Ce n'est pas les records de l'Europe du Sud, mais en revanche, cela touche les jeunes et ça vous inquiète. Ça m'inquiète, mais ce n'est pas un record. Slovénie, ce n'est pas comme Grèce ou comme Portugal, mais c'est vrai que les jeunes gens aujourd'hui n'ont pas vraiment une perspective certaine. Il y a beaucoup de jeunes qui étudient très long, et il y a beaucoup de chercheurs, et le problème, c'est toujours le travail. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des jeunes aussi qui parlent Slovénie. On doit vraiment combattre contre ces phénomènes. Et ça, c'est nouveau pour Slovénie. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de grandes manifestations en Slovénie, ce qui est inhabituel. Il y avait une grande manifestation, jusqu'à 10 000 gens qui sont sortis dans la rue. Aujourd'hui, c'est un peu plus calme, mais c'est pour moi un avantage parce que les gens sont actifs aujourd'hui. Ils veulent participer sur la vie politique. Maribor, c'est la seconde ville du pays. Elle s'est retrouvée nommée capitale culturelle de la jeunesse, mais elle ne peut plus assumer ce titre et elle va tout annuler. Cette année, le problème, c'est toujours la crise. Il n'y a pas beaucoup d'argent, mais ce n'est pas la raison pour arrêter avec des cultures. La culture, c'est une chose très importante, spécialement dans la crise économique ou crise morale. Merci Tania Fayon d'avoir été notre invitée. Maribor, vous l'avez rappelé, a dû renoncer à être capitale européenne de la jeunesse. Est-ce que les jeunes s'en plaignent pour autant? Comment être jeune à Maribor? C'est une enquête de notre reporter. La campagne de communication s'affiche toujours sur les murs de la ville. Pourtant, l'événement a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Avec une mairie au bord de la faillite, Maribor ne peut plus être la capitale européenne de la jeunesse. Urška travaille précisément pour une association qui cherche à promouvoir ces nouvelles générations. Elle s'était beaucoup investie dans la préparation de l'événement, mais elle se réjouit qu'il ait été annulé. Dans un sens, c'est vraiment une bonne chose que ce soit annulé parce que beaucoup d'irrégularités financières sont apparues et que professionnellement, le projet n'était pas bien mené. Des irrégularités attribuées à l'ancien maire de Maribor qui a dû démissionner en décembre dernier. Les habitants étaient descendus en masse dans les rues pour protester contre la corruption au sein de la municipalité. Borut avait couvert ces manifestations pour son journal hebdomadaire. En 2012, quand Maribor avait reçu le titre de capitale européenne de la culture, cela s'était déjà traduit par de sérieux problèmes de financement. Parce que le maire et les hommes politiques locaux avaient pris de mauvaises décisions sur ce projet, ils ont essayé de vendre certaines infrastructures de la ville, notamment l'entreprise de gaz. Maintenant, il y a cet autre événement, la capitale européenne de la jeunesse. Et je pense qu'il vaut mieux soutenir les fonctions primaires de la ville plutôt que d'organiser un tel événement, si ce n'est pas matériellement possible. Arrivée il y a à peine 2 mois, la nouvelle équipe aux manettes à la mairie de Maribor n'a eu d'autre choix que de serrer les cordons de la bourse. Mais dans une ville déjà durement frappée par le chômage, Grégor est conscient que la suspension de ce projet en faveur des jeunes pourrait encore affecter leur morale.
Les jeunes font partie d'une des catégories de la population les plus affectées par la crise. Pour eux, les perspectives sont basses et les opportunités peu nombreuses. Sur les 20% de chômeurs à Maribor, 1/5 sont des jeunes. Mais la question est simple, sommes-nous capables, avec les moyens dont dispose la ville, d'inclure les jeunes dans les projets et de leur assurer un avenir? Un avenir que Lucia et Kaya ne voient pas en rose. Impliqués dans la vie associative locale et très attachés à leur ville, les deux étudiantes ont pourtant du mal à envisager leur devenir à long terme. Parler de l'avenir en ces temps très sombres, ce n'est pas facile. J'aimerais bien planifier mon avenir, mon travail, mais j'ai peur. Je ne sais vraiment pas à quoi va ressembler mon avenir. Ces événements qui se multiplient, la capitale européenne de la jeunesse, la capitale européenne de la culture, ont forgé une image de Maribor comme d'une ville où il se passe des choses, où l'on vit, où l'on travaille. Mais cette image n'est pas réelle. Maribor, capitale européenne de je ne sais quoi, c'est un mensonge. Car pour les Slovènes, Maribor reste le symbole du mécontentement. En décembre, le mouvement de protestation des habitants contre leur maire s'était étendu à tout le pays. Ce peuple, d'ordinaire si calme, avait alors violemment exprimé sa colère contre une situation économique qu'il ne supporte plus. C'est la fin de notre première partie dans une capitale Ljubljana très festive et souriante. On se retrouve dans quelques minutes, juste après la pause, pour la seconde partie, avec une vue beaucoup plus aérienne du pays. A tout de suite.